Selon les dernières données de localisation de la flotte publiées par l'Institut naval des États-Unis, également connu sous le nom d'USNI News, un développement militaire grave se déroule silencieusement dans les eaux considérées comme l'arrière-cour des États-Unis. À l'aube du 12 janvier 2026, le groupe aéronaval le plus moderne de la planète, l'USS Gerald R. Ford, portant le numéro de coque CVN 70-8, a reçu l'ordre inattendu de quitter le port de Norfolk en état d'alerte de combat élevé. Contrairement au calendrier d'entraînement habituel, la trajectoire de ce super porte-avions de classe Ford ne se dirige pas vers l'Atlantique Est pour rejoindre l'Europe comme à l'accoutumée, mais fend les flots à vitesse maximale vers le sud, se dirigeant droit vers la région des Caraïbes. Les observateurs militaires internationaux estiment que ce mouvement inhabituel du Pentagone est étroitement lié au rapport de renseignements concernant l'apparition d'une flotte de navires de guerre russes, comprenant des sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire et des navires de soutien, opérant de manière opaque près du canal de Panama et des câbles à fibre optique sous-marins vitaux. La présence de l'USS Gerald R. Ford, ce monstre des océans avec un déplacement de plus de 100 000 tonnes, équipé du système de catapulte électromagnétique EMALS le plus avancé, est un message de dissuasion lourd que Washington souhaite envoyer à Moscou. Il ne s'agit pas simplement d'une patrouille, cet événement marque la première fois que le système de capteurs et le radar à double bande, DBR de la classe Ford, sont placés en situation de combat réel pour traquer des cibles sous-marines dans un environnement géographique extrêmement complexe comme les Caraïbes. Si les rumeurs concernant le transport de missiles de croisière calibre par les sous-marins russes s'avèrent de vraies, alors la confrontation entre le summum de la technologie maritime américaine et la ténacité de la marine russe dans les prochaines heures sera le centre d'attention du monde entier. Nous assistons aux coups les plus tendus de l'échiquier géopolitique océanique du XXIe siècle. Pour comprendre pourquoi le Pentagone a placé toute sa confiance en l'USS Gerald R. Ford pour cette mission d'interception de la flotte russe, nous devons disséquer ce monstre océanique de 13 milliards de dollars sous un angle purement technique. Ce n'est pas seulement un navire, c'est le complexe technologique militaire le plus sophistiqué jamais construit par l'homme, représentant le changement de pensée opérationnelle navale après plus de 40 ans de domination de la classe de porte-avions Nimitz. En termes de spécifications techniques, l'USS Gerald R. Ford, numéroté CVN 78, est une véritable ville flottante avec un déplacement à pleine charge atteignant 100 000 tonnes. Le navire mesure 337 mètres de long, 78 mètres de large au niveau du pont d'envol et 76 mètres de haut, soit l'équivalent d'un immeuble de 25 étages. Pour propulser cette masse d'acier géante sur la mer à une vitesse de plus de 30 nœuds, soit plus de 56 km/h, le cœur du navire est constitué de 2 réacteurs nucléaires A1B de nouvelle génération. Contrairement au réacteur de l'ancienne classe Nimitz, le réacteur A1B est conçu plus simplement, mais possède une capacité de production électrique 3 fois supérieure, générant une puissance totale allant jusqu'à 600 MW. Cette énorme quantité d'électricité ne sert pas seulement à propulser le navire, mais son objectif principal est d'alimenter les systèmes d'armes à haute énergie et les systèmes électroniques denses à bord, créant les prémices pour l'intégration d'armes laser dans un avenir proche. Un point redoutable de ce système de propulsion est sa capacité à fonctionner en continu pendant 25 ans sans ravitaillement, ce qui signifie qu'en théorie, l'USS Gerald R. Ford a un rayon d'action illimité, dépendant uniquement des réserves de nourriture pour un équipage de plus de 4500 personnes. La plus grande percée technologique est aussi l'arme stratégique, qui permet à la classe Ford de surpasser totalement tous ses rivaux, et le système de lancement électromagnétique d'avions, abrégé en EMALS. Au cours du dernier demi-siècle, les porte-avions américains utilisaient des catapultes à vapeur encombrantes, lourdes et difficiles à entretenir. L'EMALS a complètement changé la donne en utilisant le principe du moteur à induction linéaire. Lorsqu'il est activé, un courant électrique extrêmement puissant traverse les bobines situées le long de la rainure de lancement, créant un champ magnétique mobile qui tire le chariot de lancement attaché à la roue avant de l'avion. Ce mécanisme permet un contrôle extrêmement précis de la force de lancement, permettant au navire de lancer une grande variété d'aéronefs, des drones légers aux chasseurs lourds, à pleine charge, sans endommager la cellule de l'avion, par des secousses brutales comme avec les catapultes à vapeur.
Grâce à l'EMALS, l'USS Gerald R. Ford peut maintenir une cadence de sortie allant jusqu'à 160 lancements par jour et peut grimper à 270 lancements dans des situations de combat à haute intensité, soit 33% de plus que la classe Nimitz. Cela signifie que dans une confrontation directe, le camp qui parvient à mettre le plus d'avions en l'air le plus rapidement détient la victoire. Parallèlement au système de lancement se trouve le système d'arrêt avancé, abrégé en AAG. Au lieu d'utiliser un système hydraulique mécanique traditionnel pour attraper et arrêter l'avion à l'atterrissage, l'AAG utilise des moteurs électriques et des turbines à eau pour absorber l'énergie cinétique de l'avion. Le système informatique calcule automatiquement le poids et la vitesse de l'avion en approche pour ajuster la force de freinage la plus appropriée. Ceci est extrêmement important lorsque l'USS Gerald R. Ford devra récupérer des drones furtifs à l'avenir qui ont des cellules beaucoup plus fragiles que les chasseurs F-18 Super Hornet aguerris. En termes de capacité de combat, la puissance destructrice de ce super porte-avions réside dans l'escadre aérienne embarquée numéro 8 stationnée à bord. Le point principal est constitué des escadrons de chasseurs furtifs de 5e génération F-35C Lightning II. Il s'agit d'une version spéciale du F-35 conçue spécifiquement pour les opérations sur porte-avions avec des ailes pliantes plus grandes et un train d'atterrissage renforcé. Le F-35C n'est pas seulement un avion de combat, c'est un centre de données volant avec le système de capteurs électro-optiques EODAS et la capacité de liaison de données multidimensionnelles. Un F-35C peut détecter des cibles à distance, dresser un tableau complet du champ de bataille et transmettre ces données au destroyer lance-missiles du groupe de combat pour lancer une frappe destructrice. En outre, il est impossible de ne pas mentionner l'avion d'alerte précoce E-2D Advanced Hawkeye, surnommé l'œil divin dans le ciel, aidant à étendre la vision de la flotte à plus de 500 km, détectant tôt les menaces de missiles de croisière ennemis volant à basse altitude. Cependant, dans le contexte où la flotte russe s'approche des Caraïbes avec des sous-marins d'attaque ultra silencieux de classe Yazenem, le système le plus important activé en ce moment est le radar à double bande DBR. Il s'agit du premier radar à balayage électronique actif intégré sur un porte-avions combinant le radar multifonction SPI 4 en bande S et le radar de contrôle de tir SPI 3 en bande X. Contrairement au radar rotatif mécanique classique, le DBR se compose de réseaux d'antennes fixes plaquées directement sur l'îlot, capables de balayer à 360 degrés en continu sans angle mort. Il peut détecter et suivre automatiquement des centaines de cibles simultanément, des avions ennemis aux missiles balistiques, en passant par les minuscules périscopes émergeant de la surface de l'eau. Dans un scénario de confrontation avec le missile hypersonique russe Zircon, le DBR joue un rôle vital dans la détection de l'ogive dès qu'elle se sépare du lanceur, fournissant des paramètres au système de défense rapproché CIWS Phalanx et au missile intercepteur ESSM du navire pour réagir. En ce qui concerne l'historique de développement et de combat réel, le chemin de l'USS Gerald R. Ford n'a pas été pavé de roses. Mise en chantier en 2009, le navire a connu de nombreuses années de retard en raison de graves défauts techniques liés au système d'ascenseur à munitions et à la fiabilité des catapultes électromagnétiques. Ce n'est qu'en 2017 que le navire a été officiellement mis en service et a dû subir des tests de choc explosif extrêmement rigoureux où l'US Navy a fait exploser des dizaines de tonnes d'explosifs juste à côté de la coque pour vérifier la durabilité de la structure. Cependant, après avoir surmonté les incidents initiaux, la performance du navire lors de son premier déploiement en Méditerranée en 2023 pour dissuader les parties dans le conflit Liban-Israël a prouvé sa véritable capacité. Le fait que l'USS Gerald R. Ford ait maintenu des opérations continues pendant 76 jours et nuits en mer sans avoir besoin d'accoster pour le soutien a dissipé tous les doutes sur la stabilité du nouveau système de réacteurs. En comparaison, l'USS Gerald R. Ford est dans une toute autre catégorie par rapport au porte-avions russe Amiral Kuznetsov ou même au navire chinois Fujian récemment lancé. Le Kuznetsov utilise de vieilles chaudières à mazout, doit toujours être accompagné d'un remorqueur en raison du risque de panne moteur et utilise une rampe de saut à ski qui limite considérablement la charge d'armes et de carburant des avions au décollage.
Pendant ce temps, bien que le navire Fujian soit équipé de catapultes électromagnétiques, il utilise toujours une propulsion conventionnelle, ce qui le rend dépendant des pétroliers ravitailleurs et limite son temps d'opération en mer. L'USS Gerald R. Ford, avec sa propulsion nucléaire et son haut niveau d'automatisation, permet de réduire l'équipage d'environ 700 marins par rapport à la classe Nimitz, aidant à économiser jusqu'à 4 milliards de dollars en coûts d'exploitation sur la durée de vie de 50 ans du navire. Cependant, aucune machine n'est invincible. Le talon d'Achille de l'USS Gerald R. Ford, comme tout autre porte-avions géant, est sa fragilité face aux torpilles lourdes et aux missiles balistiques anti-navires. Bien qu'il dispose d'un blindage épais et d'un système de compartimentage anti-naufrage moderne, un coup au but sur le système d'hélice ou de gouvernail suffit pour transformer cette ville flottante en une cible d'entraînement fixe au milieu de l'océan. De plus, la trop grande dépendance aux systèmes électroniques et aux réseaux informatiques internes fait du navire une cible attrayante pour les cyberattaques. Si le système de contrôle central est infiltré par des pirates ou soumis à un brouillage électronique extrêmement puissant, tous les systèmes de pointe comme les catapultes EMALS ou le radar DBR pourraient être paralysés, transformant le navire en un aéroport inutile. C'est pourquoi, dans cette mission aux Caraïbes, l'USS Gerald R. Ford ne voyage jamais seul. Il est entouré d'une barrière d'acier composée de croiseurs de classe Ticonderoga et de destroyers de classe Harley-Burke. Harley-Burke créant un filet de feu anti-aérien multicouche, garantissant qu'aucun objet étranger ne puisse s'approcher de l'actif le plus précieux de l'US Navy dans un rayon de 500 km. Avec un tel équipement jusqu'aux dents, l'apparition de l'USS Gerald R. Ford dans les eaux de l'arrière-cour américaine est clairement une affirmation ferme que Washington ne tolérera aucune tentative visant à modifier l'équilibre des pouvoirs dans l'hémisphère occidental. En entrant dans une analyse approfondie sur le plan tactique militaire, la présence du groupe aéronaval USS Gerald R. Ford dans les eaux des Caraïbes n'est pas simplement une parade militaire pour faire étalage de sa puissance, mais un exercice à grande échelle de la doctrine des opérations maritimes distribuées, ou DMO, que l'US Navy poursuit dans le contexte géographique spécifique des Caraïbes. Comparé à un étang étroit avec de nombreuses petites îles et des chenaux complexes, le scénario de combat sera complètement différent de l'espace ouvert du Pacifique ou de l'Atlantique. Si un véritable conflit éclatait entre le groupe naval américain et la flotte russe ici, nous assisterions à un duel intellectuel tendu basé sur la procédure opérationnelle standard SOP avec 3 phases principales: reconnaissance, blocus et destruction. La première phase est la guerre dans les profondeurs de l'océan, également appelée lutte anti-sous-marine AS-2, c'est la priorité numéro 1 et aussi la plus grande menace pour le super porte-avions de classe Ford. Les sous-marins d'attaque nucléaire du projet 804-25M de la classe Yasen-M de la Russie sont considérés comme des trous noirs océaniques avec une capacité de furtivité acoustique extrêmement bonne. Pour faire face, le groupe aéronaval ne se regroupera pas, mais se dispersera en une formation de cercle d'acier. Dans ce dispositif, les destroyers de classe Harley-Burke Flight 3 joueront le rôle de sentinelles avancées, se déplaçant à une distance de 50 à 100 km du porte-avions. Ici, le processus de chasse anti-sous-marine sera activé avec une coordination multiplateforme. Depuis les airs, l'escadron d'hélicoptères MH-60R Seahawk patrouillera continuellement, larguant des bouées acoustiques passives et actives dans la mer pour créer un réseau de capteurs denses afin d'écouter tout bruit mécanique au fond de la mer. Au même moment, les avions de patrouille anti-sous-marine P-8A, possédant décollant des bases terrestres en Floride, soutiendront le largage de torpilles légères ou de bouées acoustiques à longue portée. Une fois qu'un signal suspect d'un sous-marin russe est détecté, les données seront immédiatement transmises au centre de commandement sur l'USS Gerald R. Ford via le réseau de liaison de données Linksys. À ce moment-là, la chasse commence. Le destroyer américain utilisera un sonar remorqué à l'arrière pour localiser précisément les coordonnées de la cible sans révéler sa propre position, prêt à lancer des torpilles lourdes Mark 54 pour forcer le sous-marin adverse à faire surface ou être détruit. La deuxième phase est l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne et le contrôle de l'espace électromagnétique. C'est le moment où la puissance de l'escadre aérienne sur l'USS Gerald R. Ford se déploie
au maximum. L'avion d'alerte précoce E-2D Advanced Hawkeye jouera le rôle de chef d'orchestre dans le ciel, balayant au radar à des centaines de kilomètres pour détecter tout objet volant, des avions de reconnaissance aux missiles de croisière ennemis. Sous le commandement de l'E-2D, les chasseurs furtifs F-35C établiront des patrouilles de combat aérien CAP aux positions clés. Un point particulier dans la tactique du F-35C est sa capacité à opérer en silence. Au lieu d'allumer le radar actif pour chercher l'ennemi et être facilement détecté en retour, le F-35C utilise des capteurs passifs pour collecter les signaux électroniques des radars des navires de guerre russes. Dans un scénario de combat hypothétique, un F-35C pourrait se faufiler à travers le système de défense aérienne de l'ennemi, verrouiller la cible sur le navire de commandement russe, puis transmettre les données de tir à un destroyer américain situé au loin. Ce destroyer lancera un missile anti-aérien à longue portée SM-6 en mode d'attaque de surface pour détruire la cible. C'est le concept de contrôle de tir intégré naval, contre-air NIF-CCA, permettant aux États-Unis d'attaquer des cibles hors de portée visuelle sans que l'ennemi ne sache qui a tiré. La troisième phase est aussi le scénario le plus dangereux et le problème de l'interception des missiles hypersoniques. Les cercles militaires occidentaux sont toujours préoccupés par le missile russe Zircon avec une vitesse de Mach 9, c'est-à-dire 9 fois la vitesse du son. Si la flotte russe lance une salve de missiles Zircon depuis des sous-marins ou des navires de surface, le temps de réaction du système de défense américain ne se comptera qu'en secondes. Dans cette situation critique, le système de combat Aegis Baseline 9 sur les navires d'escorte devra fonctionner à pleine capacité. La couche de défense éloignée sera le missile SM-6, tentant d'intercepter l'ogive russe alors qu'elle est encore à haute altitude. En cas d'échec, la couche de défense à moyenne portée avec les missiles ESSM sera activée. Et dans la couche de défense finale, lorsque le missile ne sera plus qu'à quelques kilomètres du porte-avions, le système de canon à tir rapide Phalanx à 6 tubes et les missiles RAM créeront un rideau de feu pour détruire la cible. Cependant, les experts soulignent également que pour les armes hypersoniques, l'abattage par des munitions physiques est extrêmement difficile. Par conséquent, les armes de guerre électroniques seront la clé. Le système de guerre électronique SLQ-32 sur l'USS Gerald R. Ford émettra des faisceaux d'ondes radio extrêmement puissants pour brouiller et tromper la tête chercheuse radar du missile ennemi, le faisant s'écraser en mer ou dévier de sa cible. Sur le plan géopolitique et militaire, le déploiement de l'USS Gerald R. Ford aux Caraïbes revêt également une signification de guerre psychologique. Les États-Unis veulent prouver que la doctrine d'anti-accès déni de zone, également appelée A2AD, n'est pas seulement une spécialité de la Russie ou de la Chine. En verrouillant la mer des Caraïbes, les États-Unis appliquent la tactique même que l'adversaire utilise souvent pour dissuader l'adversaire en retour. Si la flotte russe est isolée ici, sans soutien aérien depuis la terre et encerclée par le dense système de reconnaissance américain, elle tombera dans une position totalement passive. Cependant, le risque de cette tactique est la possibilité d'une erreur de calcul. Dans un espace étroit avec une forte densité d'équipements militaires, une collision mineure entre les navires de guerre des deux côtés ou une action de vol non professionnelle coupant la trajectoire d'un chasseur pourrait également activer les règles d'engagement d'autodéfense, conduisant à un conflit armé indésirable. Par conséquent, le canal de communication de la ligne rouge militaire entre le Pentagone et le ministère russe de la Défense fonctionne certainement à pleine capacité pour s'assurer que ce duel reste au niveau de grognements mutuels à travers les viseurs et non d'une pression sur le bouton de tir. En résumé, dans la partie d'échecs tactiques aux Caraïbes, l'USS Gerald R. Ford ne combat pas seul, il est le centre d'un écosystème de combat interarmés où satellites, avions, navires de surface et sous-marins partagent une image unique du champ de bataille en temps réel. La supériorité dans le traitement de l'information et la coordination interarmes est l'arme la plus tranchante que l'US Navy utilise pour contrebalancer la puissance de feu brute des missiles de croisière russes. Cette confrontation, qu'il y ait des coups de feu ou non, fournira des données précieuses pour que les deux parties réajustent leur stratégie militaire pour la décennie à venir.
Considérez sur l'échiquier géopolitique mondial le fait que le super porte-avions USS Gerald R. Ford, symbole ultime de la puissance dure des États-Unis, doivent se rendre personnellement près des eaux des Caraïbes pour affronter la flotte russe est un événement d'une portée symbolique historique, marquant la réactivation des calculs stratégiques de l'époque de la guerre froide en plein XXIe siècle. Il ne s'agit pas simplement d'une question de sécurité maritime, mais d'un choc frontal avec la doctrine Monroe, un principe immuable de la politique étrangère de Washington depuis 200 ans, stipulant que l'hémisphère occidental est la zone d'influence inviolable des États-Unis et que toute intervention militaire de puissance extérieure y est considérée comme un acte hostile direct. Du point de vue de Moscou, le coup consistant à envoyer des sous-marins Yazen-M et des navires de guerre dans l'arrière-cour des États-Unis est une riposte asymétrique calculée. Dans un contexte où l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, s'étend continuellement vers l'Est et où les groupes aéronavals américains effectuent régulièrement des opérations de liberté de navigation ou FONOPS, juste à la frontière maritime de la Russie en mer de Baran ou en mer Noire, le Kremlin veut envoyer un message de réciprocité. En plaçant les villes de la côte est américaine dans le viseur des missiles de croisière calibre, la Russie oblige le Pentagone à diviser ses précieuses ressources. Au lieu de concentrer toutes ses forces pour encercler la Russie en Europe ou contenir la Chine en Asie, les États-Unis sont contraints de revenir renforcer leur défense intérieure. C'est la tactique de l'étirement de la formation, obligeant l'adversaire à se tendre sur trop de fronts, réduisant ainsi la pression militaire sur les points chauds centraux comme l'Ukraine ou l'Arctique. La réaction de Washington, illustrée par le déploiement du navire le plus cher de l'histoire navale, l'USS Gerald R. Ford, montre le niveau réel d'inquiétude de l'élite militaire américaine. La mer des Caraïbes n'est pas seulement une destination touristique, mais le goulot d'étranglement du commerce et de l'énergie de l'Amérique. Des milliers de pétroliers et méthaniers traversent le golfe du Mexique et le canal de Panama chaque jour pour fournir de l'énergie à la première économie mondiale. La présence d'une force de combat sous-marine russe ici crée une menace potentielle pour le système de câbles à fibre optique sous-marin et les plateformes pétrolières offshore. Si un conflit éclatait, le blocus de cette route maritime provoquerait un choc économique non moins important que la fermeture du détroit d'Ormuz. Par conséquent, le déploiement du porte-avions par les États-Unis ne sert pas seulement à la dissuasion militaire, mais aussi à rassurer les marchés financiers et à garantir la sécurité énergétique nationale. Cet événement pose également des défis juridiques épineux liés à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, également connue sous le nom d'UNCLOS. La Russie applique l'argument même que les États-Unis utilisent souvent, le droit de libre passage dans les eaux internationales. Les navires de guerre russes opérant au-delà des 12 000 nautiques des eaux territoriales américaines et des pays des Caraïbes sont tout à fait légaux selon le droit international. Cela place les États-Unis dans une position diplomatique délicate. Si Washington réagit trop violemment ou empêche les navires russes d'opérer dans la zone économique exclusive internationale, ils se contrediront avec leur propre position en mer de Chine méridionale, où les États-Unis affirment toujours la liberté de navigation malgré l'opposition de la Chine. C'est un piège juridique sophistiqué tendu par la Russie, transformant les Caraïbes en une arène de débat sur le droit international où chaque action des États-Unis est scrutée au microscope par la communauté internationale. Du côté des alliés européens au sein de l'OTAN, le déplacement du centre de gravité de la marine américaine vers le sud suscite des inquiétudes tacites. La sécurité de l'Europe dépend depuis longtemps du parapluie nucléaire et naval des États-Unis. Lorsque l'USS Gerald R. Ford, qui était prévu pour opérer dans l'Atlantique Nord afin de protéger le flanc ouest de l'Europe et maintenant aspiré vers les Caraïbes, le vide de pouvoir dans les eaux du Groenland, de l'Islande et du Royaume-Uni, également appelé le passage Guyuk, sera exposé. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne devront assumer davantage de responsabilités dans la traque des sous-marins russes dans l'Atlantique Nord, dans un contexte où les budgets de défense et les capacités navales de ces pays sont encore limités. Cela pourrait créer de petites fissures dans la solidarité de l'Alliance, alors que chaque nation commence à devoir prioriser sa propre sécurité immédiate plutôt que les engagements collectifs. En particulier, l'observateur silencieux dans cette partie d'échecs est la Chine.
Pékin surveille de près chaque mouvement de réaction de la flotte américaine. La manière dont le système de commandement de l'USS Gerald R. Ford gère la situation, le temps de réaction des escadrons de chasseurs F-35C et l'efficacité du système de reconnaissance par satellite américain seront des données de renseignement inestimables pour l'armée chinoise. Ils veulent voir si les États-Unis sont capables de maintenir une présence écrasante simultanément dans les deux hémisphères. Si les États-Unis semblent embarrassés ou surchargés dans les Caraïbes, ce sera un signal que le manteau de la superpuissance est trop étiré et cela pourrait encourager des actions plus décisives de la Chine dans la région de l'océan Indien et du Pacifique. De plus, le rôle des pays de la région comme Cuba et le Venezuela devient également extrêmement sensible. Pour maintenir des opérations à long terme dans les Caraïbes, la flotte russe a besoin de ports amis pour le ravitaillement en carburant et en vivres. Les relations chaleureuses entre Moscou, La Havane et Caracas transforment ces pays en avant-postes stratégiques. Cela rappelle le scénario de la crise des missiles de Cuba en 1962, bien qu'à une échelle et d'une nature différente. Les États-Unis augmenteront certainement la pression diplomatique et économique sur les pays d'Amérique latine pour qu'ils refusent de fournir des services logistiques aux navires de guerre russes, transformant la confrontation militaire en mer en une guerre diplomatique et économique féroce sur terre. En somme, l'apparition de la flotte russe et la réaction résolue du super porte-avions USS Gerald R. Ford ont transformé les eaux tropicales des Caraïbes en l'intersection la plus brûlante de la carte géopolitique mondiale actuelle. Ce n'est pas seulement un duel de technique militaire, mais un duel de volonté politique, de tolérance au risque et de l'art d'utiliser le droit international comme une arme tranchante. Le résultat de cette confrontation redéfinira l'ordre de sécurité dans l'hémisphère occidental et enverra des signaux forts à toutes les capitales du monde sur les lignes rouges des superpuissances dans la nouvelle ère de compétition stratégique. Pour clore le bulletin spécial d'aujourd'hui, l'événement du super porte-avions USS Gerald R. Ford changeant soudainement de cap vers les eaux des Caraïbes pour intercepter la flotte russe n'est pas seulement une nouvelle brûlante des dernières 24 heures, mais le signe avant-coureur d'une ère pleine de turbulences pour la sécurité maritime mondiale. Nous assistons à la fin de la phase unipolaire sur les océans où la marine américaine pouvait circuler librement sans rencontrer de défis significatifs. Désormais, avec l'essor des flottes de sous-marins modernes de la Russie et des puissances émergentes, toutes les mers, y compris l'arrière-cour des superpuissances, peuvent devenir des lignes de front. Cette rencontre est aussi le test de réalité le plus sévère pour les centaines de milliards de dollars que le Pentagone a versés dans le programme de porte-avions de nouvelle génération. La technologie électromagnétique, le radar à balayage électronique et le réseau de combat interarmé de la classe Ford seront-ils assez puissants pour supprimer le danger potentiel des missiles de croisière et des torpilles de nouvelle génération ? La réponse ne viendra peut-être pas d'une guerre totale, mais du silence tendu sous l'océan des Caraïbes dans les jours à venir, alors que les capitaines des deux camps s'affronteront intellectuellement à travers les écrans sonars et les paramètres électroniques. Une chose est sûre, quel que soit le résultat de cette confrontation, la carte stratégique militaire mondiale a été officiellement redessinée. La paix n'est plus une évidence, elle doit être garantie par une puissance de dissuasion permanente et la lucidité des têtes froides dans les salles de situation à Washington et Moscou. Nous continuerons de mettre à jour minute par minute la direction du groupe aéronaval USS Gerald R. Ford et les mouvements de riposte de la Russie dans les prochains bulletins. Merci de votre intérêt pour ce voyage de décryptage du point chaud militaire d'aujourd'hui.